Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis malheureusement dans cette situation depuis pas mal de temps. J'ai mal au dos et je suis kiné, donc je vais pouvoir parler d'un sujet qui est mon dada, on va dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter un sujet qui revient souvent en consultation avec des patients, les manipulations. Et donc aujourd'hui, on va parler des manipulations et plus précisément de pourquoi les manipulations vertébrales ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus et peuvent même être délétères chez les patients souffrant de douleurs chroniques au dos ou même aiguës. Salut à tous, du coup je me suis pas présenté, je m'appelle Jonathan, j'ouvre un cabinet là sur Paris dans même pas 10 jours, donc je suis très content que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui on va creuser un sujet en profondeur, complexe mais essentiel, c'est pourquoi les manipulations seules du coup sans activité physique ou autre, ne suffisent pas à traiter une douleur au dos ou une douleur aiguë. Du coup, dans cette vidéo, on va explorer la psychologie parce que ça a un impact sur les douleurs qu'on perçoit, sur comment le cerveau interprète les signaux douloureux et pourquoi les attentes des patients jouent un rôle si important dans la guérison. Avant de parler du coup de tout cela, il est crucial de comprendre que la douleur, en particulier au dos, n'est pas seulement une sensation physique, c'est une expérience qui est multifactorielle et qui est influencée par plusieurs facteurs biologiques, psychologiques et sociaux selon les nouveaux modèles de la douleur. Sur ce, on part sur une petite introduction explicative. Quand on parle de douleur, beaucoup imaginent que c'est un signal d'alerte émis par le corps pour signaler un problème physique, comme par exemple une inflammation, une blessure ou un déséquilibre. Mais du coup, la réalité est bien plus complexe. La douleur, en fait, c'est une expérience subjective créée par le cerveau. Le corps envoie des signaux, mais c'est le cerveau qui interprète ces informations en fonction de plusieurs facteurs. L'historique, donc votre historique, l'historique du patient, nos émotions, nos peurs et même nos attentes. Pour vous donner un exemple plus concret, une fois j'ai eu un patient qui avait une hernie discale visible à l'IRM mais sans ressentir la moindre douleur, et j'ai rencontré également un autre patient qui lui avait une colonne vertébrale normale, donc sans problématique, mais pourtant qui souffrait de douleurs chroniques. Donc cette absence de lien direct entre anomalie structurelle et douleur montre à quel point le cerveau joue un rôle clé dans l'interprétation des signaux du corps. Mais vous vous en doutez bien, ces signaux douloureux sont quand même visibles parfois sur le cerveau. La douleur, surtout la douleur chronique, ne concerne pas uniquement la zone qui fait mal, mais elle est traitée par le cerveau à travers plusieurs circuits complexes. Il existe plusieurs zones, par exemple, d'activation dans le cerveau liées à la douleur, comme le cortex somatosensoriel qui traite la sensation physique et le système limbique qui gère la partie émotionnelle. Cela signifie que la douleur n'est pas seulement ressentie, elle est également ressentie émotionnellement, ce qui explique pourquoi des facteurs comme le stress, la dépression peuvent augmenter la sensation de la perception de la douleur. Pour vous donner un autre exemple, imaginons un jour qu'un patient a mal au dos après une journée de travail stressante. Le stress va activer le système limbique du cerveau, impliquant la douleur ressentie. En plus, s'il a une expérience dans le passé avec des douleurs similaires liées à son travail, son cerveau peut réagir de manière plus intense, même si la cause physique de la douleur est minime. Pour vous donner un exemple, on peut appeler ça un drapeau noir en médecine pour des patients qui ont des douleurs en dos, c'est-à-dire qu'un drapeau noir, c'est une douleur qui peut être augmentée liée au travail du patient, à la perception qu'il a de son travail, comme stressant, comme par exemple la politique intrinsèque de l'entreprise, les politiques de remboursement, etc., etc. Ça peut avoir un impact sur les douleurs. Ouais, je sais, c'est assez ouf. Maintenant, au niveau des attentes du patient et son impact sur la douleur. Ça, c'est un autre élément qui est crucial avant de commencer à parler plus précisément de pourquoi les manipulations peuvent être nocives. Pour vous donner un exemple, lorsque quelqu'un vient consulter pour un mal de dos, il a souvent des idées préconçues sur ce qui va le soulager, comme par exemple une manipulation, des médicaments ou un diagnostic via une imagerie médicale, comme une IRM. Ces attentes, elles peuvent influencer directement l'efficacité perçue des traitements. Si un patient, par exemple, s'attend à ce qu'une seule manipulation manuelle puisse le guérir, cela peut créer un biais de confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après la manipulation, même si la douleur persiste, il peut ressentir un soulagement temporaire car cela correspond à ses attentes. Le cerveau anticipe et amplifie ce soulagement, créant une impression de bien-être. Mais à long terme, cette approche passive et basée uniquement sur des soins externes ne permet pas de résoudre la véritable cause de la douleur. Ce phénomène, comment il s'explique ? Il s'explique par l'activation de zones cérébrales liées à la récompense comme le noyau accumbens lorsque les attentes du patient sont comblées. Par contre, lorsque cette satisfaction n'est que temporaire et qu'il n'y a pas de prise en charge active et complète comme une rééducation, le cerveau se retrouve rapidement
en manque d'une solution durable. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que se faire manipuler n'est pas une solution à long terme. Donc en gros, il est crucial de rééduquer le cerveau du patient et accepter des solutions actives durables comme l'exercice physique, l'éducation à la douleur et responsabiliser le patient dans sa propre rééducation. Et donc c'est ça le travail d'un kiné, c'est pas forcément donner des exercices, c'est tout simplement trouver l'exercice ou trouver les changements d'habitude du patient avec lui pour que ça tienne sur le temps et le rendre actif dans sa guérison. Maintenant que cette petite intro a été faite, on va pouvoir passer directement sur la première partie, le mythe des manipulations. Ça va être très rapide. Beaucoup de patients pensent que leur mal de dos sera résolu avec quelques manipulations. Vous savez, cette fameuse manipulation où on vous met sur la table, sur le côté, et on vous fait bouger, et puis on vous craque. Même moi, je l'ai fait, puisque tout simplement, j'étais pas suffisamment formé, et je me suis pas suffisamment formé en tant que kiné pour comprendre que ça pouvait être même délétère sur le patient de faire ce genre de manipulation. Pas sur les effets physiques et contextuels que ça va lui provoquer, mais que ça allait surtout avoir un impact sur sa psychologie et sur potentiellement la suite de sa vie. Dans 90% des cas, une lombalgie, donc une douleur au dos, évolue favorablement en moins de 4 semaines, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des manipulations répétées ou à des imageries systématiques. Donc, mis à part lancer de l'argent par la fenêtre ou rentabiliser votre mutuelle, ça va pas vous avancer à grand chose de vous faire manipuler, puisque la douleur, il y a de grandes chances qu'elle parte par elle-même. Maintenant, le problème, c'est si vous avez vraiment envie de vous faire manipuler parce que vous pensez que ça va aller mieux, c'est que la manipulation, elle va vous donner l'illusion que seule une intervention externe peut vous guérir et ça laisse le patient passif, alors que la véritable solution, elle repose souvent sur une participation active à son propre traitement et à la compréhension de ce modèle que je suis en train de vous expliquer, le modèle biopsychosocial. On passe à la partie 2, les effets psychologiques des manipulations répétées. Un des effets sous-estimés des manipulations passives répétées est leur impact psychologique. Ouais, je sais, c'est ouf. La HAS rappelle qu'une prise en charge active, bien évidemment, avec la participation du patient, c'est la clé pour éviter la chronicité au niveau du mal de dos. Mais quand un patient est constamment manipulé sans action de sa part, il peut développer une dépendance mentale à ce type de soins. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair. Un patient, par exemple, qui se fait manipuler régulièrement peut avoir l'impression que son dos est fragile et doit être réaligné régulièrement. Cette croyance, elle va créer une anxiété chaque fois que la douleur va revenir. Ce type de pensée, du coup, de mon dos est fragile, entretenu par des séances passives, va freiner la guérison, puisque le patient a besoin d'être actif dans sa rééducation, pas forcément en faisant de l'exercice, mais surtout en comprenant d'où provient sa douleur et comment il peut pallier à cette douleur. Et ça va renforcer l'idée que seul un professionnel peut le sauver, alors qu'il a la capacité seul, avec les clés, de se rétablir solo. Partie 3, le rôle de l'activité physique et de la réassurance. Comme je disais tout à l'heure, le rôle d'un kiné, ça va être essentiellement de donner une réassurance à son patient qui a des douleurs au dos et de lui proposer des exercices qui sont adaptés par rapport à sa problématique en jaugeant. Bien évidemment, si on donne trop d'exercices et la personne a mal, elle va plus vouloir les refaire, c'est normal. Si on donne pas assez d'exercices, si c'est trop facile, la personne, elle va se dire ça va pas mieux, donc je les fais pas. Et donc, il faut réussir à trouver un juste milieu. C'est ça notre travail de kiné. Réussir à trouver l'exercice ou les exercices optimales pour une personne. Et donc, ces exercices sont dépendants de chacun, puisque chaque personne est différente. C'est de ne pas donner l'exercice miracle qui malheureusement n'existe pas, mais c'est d'aider à trouver l'exercice qui convient le mieux au patient, qui va faire régulièrement, qui va l'aider à aller mieux petit à petit. Ce qui arrive très souvent, c'est que le patient, du coup, ne veut pas faire les exercices ou à la flemme par manque de temps ou manque d'informations sur l'utilité des exercices. Et ça, c'est entièrement la faute du kiné. C'est-à-dire tout simplement qu'il n'a pas réussi à augmenter l'observance, à réussir à faire valider le processus d'exercice chez le patient. Prenons un exemple, si on a un patient avec une lombalgie récurrente, si ce patient il est encouragé à reprendre progressivement des activités physiques comme la marche ou des exercices de renforcement musculaire, il va progressivement regagner confiance en son corps et découvrir que le mouvement n'aggrave pas sa douleur. Et c'est cette participation active qui est essentielle pour rompre le cycle de la douleur et de la dépendance aux soins passifs. Partie 4. Enjeux politiques et biais de confirmation dans la médecine alternative. Parlons maintenant d'un sujet plus large mais qui me touche à cœur aussi, c'est les enjeux politiques et les biais présents dans la médecine alternative qui influent parfois sur les patients de manière involontaire. Alors je parle, attention, des médecines alternatives, mais il y a beaucoup de kinés qui procèdent comme ça pour potentiellement augmenter
leur chiffre d'affaires, au risque de faire diminuer la qualité de vie de leurs patients et de rendre chroniques certains patients. Pour reprendre dans le contexte, en France, il y a un manque de médecins et il y a un accès parfois difficile à des soins de qualité. Face à cette situation, du coup, il y a de plus en plus de patients qui se tournent vers des praticiens de médecine alternative comme ostéopathes, chiropracteurs, etc. Et ces approches peuvent être efficaces, mais le problème c'est qu'il peut y avoir beaucoup de biais de confirmation dans ce genre de thérapie. En gros, parfois le patient croit que ces interventions fonctionnent simplement parce qu'il ressent un soulagement temporaire, ce qui peut créer une illusion de guérison. Pour vous donner un exemple concret, une fois j'ai eu un patient qui est venu au cabinet après avoir consulté un ostéo pour un mal de dos et après avoir eu une manipulation. Il se sentait mieux quand même quelques jours plus tard, mais il a quand même décidé d'aller voir un kiné et il n'arrêtait pas de me dire mais ça va mieux, mais la douleur est encore là. Donc il associe ce soulagement à la technique et non au processus naturel de récupération de son corps. Et ce biais de confirmation, du coup, ça peut pousser à une répétition de ce type de soins, même si selon les données scientifiques, c'est pas la meilleure approche pour traiter les lombalgies à long terme. Pourquoi vous allez me dire ces thérapeutes ils ont ce type d'approche? C'est tout simplement parce qu'on leur a appris à faire comme ça et voilà, ils ont une approche qui est biomécanique du corps. Et cette approche biomécanique, elle peut être délétère puisque c'est plus le modèle permet à un patient d'aller mieux, puisque là, je vous parle du modèle biopsychosocial depuis tout à l'heure. L'autre problématique, c'est le manque de médecins. Du coup, le manque de médecins généralistes et de kinés en France aggrave aussi la situation. Les patients, ils sont parfois obligés de se tourner vers des médecines alternatives parce que le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un professionnel conventionné, c'est beaucoup trop long. Et ça pousse certains à chercher des solutions rapides sans toujours considérer que l'approche biopsychosociale est la mieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ne connaissent pas cette approche aussi, qui repose du coup sur l'éducation, la réassurance et sur la responsabilisation du patient. Et du coup, ça amène à quoi? Ça amène à des conséquences politiques. C'est que l'une des conséquences de cette pénurie médicale est que les patients se retrouvent souvent dans un système où les soins passifs, comme les manipulations manuelles, deviennent une norme car ils sont rapides à appliquer. Sur le long terme, ils ne sont pas la solution la plus efficace pour réduire les récidives de lombalgie. Et le problème, c'est que le manque de médecins et le recours aux médecines alternatives, parfois, ça crée des biais de confirmation et ça ne doit pas être masqué par l'importance du mouvement et de la responsabilisation du patient. Alors je sais que c'est pas facile de trouver un bon thérapeute ou de trouver potentiellement un kiné ou un médecin qui a cette approche, mais croyez-moi que ça existe, croyez-moi que ça existe et j'en suis sûr parce que j'en côtoie tous les jours des thérapeutes comme ça. Vous dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez déjà eu ce genre de croyances et dites-moi également si vous êtes déjà fait manipuler et votre avis sur les manipulations. Moi je suis ouvert à la discussion. Je vous fais des bisous et on se retrouve potentiellement dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé et n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo bien évidemment si ça t'a plu et si t'as appris des trucs. On se retrouve bientôt. Ciao.